Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 23 septembre 2023, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour notre analyse hebdomadaire. On va revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la macro, sur le BTC, sur la crypto, comprendre un petit peu les chiffres que l'on a eu. On va voir que le discours de Powell a marqué quand même grandement la macro et on va comprendre pourquoi, et vous allez voir qu'on est en train de passer dans un cycle qui est différent et qui va vraiment impacter le BTC, et on va comprendre justement pourquoi. Ça commence tout de suite. On va forcément commencer par Jérôme Powell, l'annonce de 5,5 en taux. Donc on n'a pas changé de taux. Pourquoi ça a un impact et pourquoi on a pris une grosse claque sur le SP500 et le Nasdaq? Et pourquoi ça va jouer dans le BTC? Alors il faut comprendre que c'est pas tant l'augmentation des taux, c'est exactement ce que je vous expliquais dans les quotidiennes. C'est le discours de Jérôme Powell, le ton qui a été donné et l'image qui a été donnée. Globalement, il a dit qu'il allait arrêter les taux pour regarder un petit peu ce qui se passait, ok. Il a dit qu'il pouvait augmenter les taux. Alors, là-dessus, cette probabilité des taux, enfin même, on pourrait dire que le discours était relativement agressif en disant que, voilà, en remettant en cause un petit peu le soft landing, le fait qu'il ait bégayé à un moment donné, tous ces éléments-là nous font dire que y a une tension au niveau de la macro qui arrive. Et d'où la réaction très forte que l'on a eue au niveau du SP500, dans lequel, sur le SP500, on a eu quand même une semaine qui a été vraiment marquée dans le rouge. Donc, qu'est-ce qui a fait un impact? Pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce qui a déclenché vraiment ces éléments-là? Bah, première chose, c'est le fait d'avoir expliqué qu'il allait peut-être augmenter de 0,25. Clairement, moi personnellement, je pense qu'il ne va pas augmenter 0,25. Je pense qu'on est dans cette zone de palier dans lequel le taux va rester tel quel. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il en parle? Bah tout simplement, il ne va pas dire on va rester à 5,5 pour envoyer une image au niveau d'une économie qui est relativement surexposée actuellement, en disant bah allez-y, continuez à spéculer, en disant c'est bon, on va bientôt faire un pivot. Non, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, on est dans une démarche de temporisation, on est toujours là pour appuyer sur l'économie pour faire diminuer l'inflation. N'oubliez pas, on diminue la puissance économique pour faire diminuer l'inflation. On ne va pas donner une nouvelle qui est positive, dans laquelle on va avoir une injection de liquidité qui va repartir à la hausse, etc. On est vraiment dans une démarche qui est totalement différente. Donc pour moi, on est plutôt dans quelque chose où on met la pression sur les marchés pour avoir une respiration qui est plutôt classique, et une temporisation, et pour moi, on n'aura pas forcément d'augmentation de taux. Si on a une augmentation des taux, c'est qu'on a vraiment des très mauvaises nouvelles au niveau de l'inflation qui arrive, mais comme je vous l'ai expliqué, l'inflation elle est portée par quoi? Elle est portée par le pétrole qui nous fait des folies. On va en revenir dessus, hein. Tout ce que je vous explique là, vous allez comprendre justement où on arrive et pourquoi ça a un impact sur le BTC, mais donc on est dans une démarche où on va appuyer. Et deuxième chose, c'est que on a des perspectives au niveau ici du sondage qui a été effectué comme d'habitude, hein, qu'on retrouve souvent, hop, il est ici, l'indice manufacturier, hop, qui est là. Et généralement, j'aime bien lire toujours ces éléments-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le retour qui est là, c'est que, globalement, il est noté 3 choses. 1, que l'économie, en tout cas manufacturière, va à peu près correctement, que on a quand même des difficultés à financer, et on a des difficultés à recruter. D'accord? C'est les éléments qui restent dedans. Donc on a toujours cette problématique de chômage, on a toujours cette problématique de recrutement. Alors là-dessus, vous allez me dire, mais c'est un peu antinomique. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes de recrutement dans un domaine que derrière on ne peut pas avoir un taux de chômage qui continue à augmenter dans un autre domaine. D'accord? C'est la compensation des deux qui fait ça. Et donc ça sous-entend qu'on a une économie qui est à ce moment-là divisée en deux, qui est divisée d'un côté sur une partie qui est en surexpansion, qui est portée, quand on regarde le Nasdaq, clairement par les GAFAM et par la bulle de l'intelligence artificielle, donc des métiers qui sont très forts, et à côté les métiers industriels qui souffrent énormément. Et c'est ces métiers industriels qui portent le tissu économique américain. Et donc là, on a en fait une dissection entre les deux. Et ça, retenez bien, parce qu'on va revenir dessus, notamment quand on va aller chercher la relation avec le BTC, et pourquoi ça impacte le BTC. Deuxième chose, il faut comprendre que Jérôme Powell ne veut pas d'avoir une rotation sectorielle maintenant. Alors qu'est-ce qu'une rotation sectorielle? C'est le fait de faire basculer ses assets d'un pool à l'autre, d'accord? Le principe est le suivant, là actuellement j'ai une accélération haussière durant toute cette période-là au niveau du Nasdaq, au niveau du SP500, donc je vais profiter de cette accélération, donc je vais injecter mes liquidités, d'où justement l'accélération, parce que tout le monde injecte ses liquidités dans ces parties-là. Une fois que le rendement est terminé, donc l'accélération est terminée, je vais prendre mes profits,
donc je vais potentiellement manipuler avec une zone de week off, et ensuite, bah ces profits-là, cet argent, je vais pas le laisser dormir. On n'oublie pas qu'on a de l'inflation, ça fait mal. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le placer ailleurs et je vais chercher des éléments qui vont être intéressants. Et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est que cette rotation sectorielle se passe généralement dans autre chose actuellement, et on va chercher le ratio rentabilité-risque. D'accord? C'est toujours cette notion. Si on a 20% de rendement, c'est que potentiellement on a 10% de risque ou 15% de risque. Et on va toujours chercher cette possibilité, cet écart entre les deux. Et là, on a quelque chose depuis un certain temps qui revient, on le voit très très bien, c'est ici, c'est la notion de taux réel. Alors ça, je pense que vous en avez entendu parler de Powell dans le discours, je l'ai abordé aussi dans mes quotidiennes. Cette notion de taux réel est très importante. Ça veut dire que c'est l'argent qu'on nous paye pour pouvoir détenir de la dette américaine versus l'inflation. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que est-ce que le taux qu'on me paye pour détenir des bonds est supérieur à l'inflation? À ce moment-là, ça veut dire que je détiens ce qui est de moins risqué au monde en termes de placement, ce qui est considéré comme le moins risqué en tout cas, pour avoir du rendement qui est supérieur à l'inflation. Ça veut dire que par exemple l'inflation est de 3%, j'ai un rendement de 5, donc globalement mon rendement net est de 2. D'accord? 5 moins 3 égale 2. Plutôt classique. Donc ça veut dire que je surperforme l'inflation avec quelque chose qui est safe. Quel est l'intérêt d'aller prendre du risque pour quelque chose qui va peut-être faire 6, 7, 8% de rendement avec, bah, à ce moment-là, un risque qui va être peut-être de 5, 6. D'accord? Il n'y a aucun intérêt. À ce moment-là, je vais plutôt aller chercher quelque chose qui est quasiment sans risque, d'accord, parce que la probabilité d'un défaut de paiement des USA est quand même relativement faible, à savoir que c'est quand même toujours, et ça le restera pendant les 10 prochaines années, la planche à billets du monde, donc à ce moment-là, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher ailleurs. Et c'est cette notion de transfert de liquidité qui est de la notion de rotation sectorielle. C'est-à-dire que je transfère les liquidités ici, des actions, donc des actifs qui sont déjà un petit peu plus risqués que les bonds, vers les bonds, donc les bons au trésor, hop, on se remet ici, américain, dans lequel je vais avoir une valorisation. Alors je crois que j'ai ici la valorisation, quand on regarde, on est à 5% dans les obligations à 2 ans, on a éclaté les tops, quand on regarde, hop, on a éclaté les tops de 2007 et 2006. Donc, à quel moment je vais aller chercher autre chose? Et donc là, la notion de rotation sectorielle, c'est se dire, est-ce que je vais investir mon argent sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce que c'est ça en fait des bonds, c'est-à-dire que j'achète un coupon, et ce coupon, derrière, on va me le rendre plus tous les intérêts cumulés sur, par exemple, si j'achète à 2 ans, sur 2 ans. D'accord? Donc c'est un gros intérêt, ça veut dire que j'assure un rendement de 5% pendant 2 ans. Et c'est énorme. Et donc, à ce moment-là, cette rotation sectorielle vient du fait que je vais vendre ici, potentiellement, mon Nasdaq, mon SP500, les performances que j'effectue, je vais les transiter vers les bonds. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que je vais transiter vers des nouveaux bonds. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que ça va être des nouveaux bons trésors pour pouvoir, justement, bénéficier de ces taux-là. Parce que les anciens, donc, qui sont sur le marché secondaire, des personnes qui ont acheté des bonds il y a 20 ans, ou même, on va dire il y a 5 ans, où c'était quasiment 1%, 0%, on va dire même, hop, tac, on va aller chercher, qui ont acheté en 2021, pardon. 2021, on était à 0, donc ça a aucune valeur actuellement. On sait que cet argent se déprécie par rapport à l'inflation. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi une crise, ce qu'on appelle le TTL, ici qui est la représentation d'un ETF, qui est un panier de bonds, donc en l'occurrence US, qui me donne en fait le cours général secondaire des bons au trésor, c'est-à-dire que ce coupon que j'ai acheté au trésor américain, je peux le revendre sur un marché secondaire. Mais on voit qu'il est en train de s'effondrer, parce qu'il y a une rotation qui est très forte, et c'est aussi une crise obligataire. Cette notion de crise obligataire, je vous en ai parlé déjà dans l'année à venir, on sait qu'il y a un certain nombre de fonds de pension, de hedge funds, qui sont surexposés aux bons, et qui sont en négatif. D'accord? Très clairement, on sait qu'ils sont en négatif. Si jamais ils devaient vendre absolument tous leurs bons, bon, ils seraient certainement en dépôt de bilan. Donc là, on est dans cette crise de liquidité dans laquelle on a un transfert entre les deux, et c'est pour ça que la Fed veut éviter ça, parce que si on a un transfert entre les deux, ça sous-entend qu'on a une forme d'immobilisation du capital, et que le capital ne va plus dans l'économie, mais va dans une structuration classique dans lequel on va avoir une immobilisation du capital, et c'est pas quelque chose qui est souhaité maintenant, surtout que ça pourrait entraîner une crise obligataire qui entraînerait derrière une accélération des faillites des banques américaines. Alors, tout ça pour vous dire, parce que c'est un peu l'élément important, c'est que ici, nous sommes actuellement
dans une recherche du safe. Nous sommes dans une recherche d'une diminution du risque, donc il n'y a aucun intérêt d'aller dans du risque. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté? Bah de l'autre côté, ça sous-entend qu'il n'y a aucun intérêt à posséder des bonds parce que les taux sont inférieurs à l'inflation. Ce qui arrive souvent, c'est-à-dire qu'on a un taux obligataire de 1% et qu'on a une inflation de 2% qui est un peu la target de la Fed, bon, on est à -1. Ça sous-entend que, bon, on perd 1% tous les ans en détenant des bonds. Mais, à ce moment-là, on va chercher, dans son portefeuille, à avoir du rendement, à avoir des performances. Et donc, à ce moment-là, on va chercher des actions, on va aller chercher des produits risqués, notamment des cryptos, et là, vous commencez à comprendre la bascule par rapport à tout ça. Et donc, là, actuellement, nous ne sommes pas dans un transfert de liquidité qui est propice à la crypto, parce que on a une valorisation qui est très importante, qui est liée, ici, à la valorisation des bons du trésor américain. Donc là, nous sommes dans une rotation sectorielle, dans laquelle on est en train d'avoir des flux de capitaux qui sont en train de se diriger, ici, du Nasdaq, vers les bonds. On le sent vraiment très bien quand on regarde cette clôture, ici, weekly que l'on a, on a eu vraiment une clôture qui est très très violente. Et quand on se fixe la target de première impulsion, retracement, seconde impulsion, ABC, classique dans un retracement, on a la target de 1 qui est ici, qui est la zone de gap qu'on a en tête depuis un certain temps, d'accord, qui correspond d'ailleurs, si on regarde rapidement, au top en fait de cette zone-là, on le voit très très bien, et ensuite on a une seconde target qui est le 1,618, qui est pour moi la target finale, hein, qui est vraiment la surexpansion que l'on peut avoir, avec les 4100 sur le SP500, et qui est en même temps le nombre d'or de la suite Fibonacci, donc qui est très suivi dans l'extension de Fibonacci, dans l'outil en lui-même, et on voit que ça correspond à une zone très importante dans laquelle on a eu ici une résistance, deuxième résistance, troisième résistance, quatrième résistance, cinquième support, et donc là on peut avoir aussi une mise en place de support. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement on a eu une accélération suite à la rupture, un retest, et c'est le premier retest qui a tenu sous forme de support avant d'avoir l'accélération. Donc on a une zone de confluence au niveau des différents indicateurs, où on dit, ok, on est dans une perspective d'aller retester la zone de rupture, et si on prend un peu de recul, on voit bien qu'on a cette zone de décélération, donc toute cette période qui était très agressive sur 2022, et globalement sur lequel on a une reprise fin 2022 et début 2023 avec une accélération haussière, et donc là on est en train d'aller retester ici la zone de rupture haute, la première, et la seconde période, c'est la zone de rupture basse, dans lequel on a vraiment, en fait, globalement, cette zone de liquidité qui est en attente. Donc, ce qui est plutôt cohérent ici, donc on va avoir un transfert de liquidité de ces zones-là vers les bounds, tant que les bounds sont encore relativement élevés, et à savoir qu'il y a deux possibilités pour repasser sur un taux qui est négatif. Soit on a une inflation qui monte, chose qu'on ne veut pas, hein, bien évidemment, soit on a du yielding, donc le taux des bonds qui diminue, et donc à ce moment-là, on aura une valorisation des deux et un rééquilibrage des deux. Clairement, plus on va se rapprocher de zéro et passer en dessous, alors plus on se rapproche de zéro, plus c'est valable, plus on aura une transformation de cette rotation, du coup on aura une surexposition au bon du trésor, et donc à ce moment on aura un transfert de liquidité qui s'effectuera à ce moment-là, qui retournera sur les actifs un petit peu plus risqués pour regagner toujours du rendement. Alors pourquoi on a ça? Pourquoi les gens cherchent à faire ça? Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas la même temporalité que vous et moi. On n'est pas dans une dynamique de retail, on n'est pas dans une dynamique d'investissement, on est dans une dynamique de fonds de pension dans lequel ils doivent servir un pourcentage annuel. Il faut comprendre que un fonds classique a une obligation de servir 3, 4, 5, 6, 7, 8% en fonction de son contrat. S'ils ne les servent pas, ils peuvent avoir des pénalités, s'ils ne les servent pas, ils peuvent perdre des clients. Le but, c'est d'aller toujours sur du court terme, parce que c'est annuel, aller sur du court terme, là où c'est le plus intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a ces transferts-là. Est-ce que c'est la meilleure façon à faire? Nous, pas forcément. Dans une dynamique de long terme, c'est là où la notion d'objectif, quel est votre objectif, sous combien de temps va rentrer en compte, et ça je vous ferai une vidéo dans très très peu de temps, alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain sur ça, parce que c'est important de comprendre qu'on n'est pas dans la même dimension, et que justement il faut vraiment se concentrer sur nous-mêmes. Bon, ceci étant dit, à ce moment-là, quand est-ce qu'on va avoir un intérêt sur le BTC? Bon, clairement, on voit que deux choses. Un, on a toujours cette résilience du BTC, on a chuté énormément au niveau du SP500 et du Nasdaq, d'accord? On voit vraiment qu'on a fait une très grosse cassure, hein, les deux, et pourtant, quand on regarde le BTC, hop, il est ici, on voit qu'on a clôturé au prix d'ouverture de la semaine, parce qu'on est sur le CME pour avoir, en fait, le futur des institutionnels, et avoir quelque chose qui commence et qui se termine en même temps que le Nasdaq et le SP500. Ben, on voit qu'on est à peu près au même endroit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bougé. On a eu de la volatilité cette semaine, oui, mais on n'a pas bougé. On n'a pas eu de volatilité sur la semaine. D'accord? Quand on prend l'ouverture de la bougie de la semaine et la fermeture, on est exactement au même endroit.
Ça sous-entend que ça confirme le fait qu'on a une résilience par rapport aux événements macroéconomiques, qu'on a une décorrélation entre les deux, une forme de décorrélation, je dis pas qu'on est totalement décorrélé, mais en tout cas partiellement, et donc c'est plutôt positif, même si on a un crash colossal au niveau du SP500, ça veut dire que le BTC ne crashera pas autant qu'avant. D'accord, alors là-dessus, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, on se mangera une grosse tartine rouge, mais ça n'empêche que on ne décrochera pas comme on a pu le connaître. Mais là, on a vraiment une représentation de l'incertitude et de l'absence, ici, de liquidité. Clairement, on le voit quand on voit cette bougie-là, on voit très bien que on n'est pas, en fait, dans une injection de liquidité dans le BTC, il n'y a pas un intérêt à avoir du risque, il n'y a pas une appétence à avoir du risque maintenant, parce qu'on est déjà dans une forme de surexposition, dans une macro qui n'est pas propice, donc on n'a pas un intérêt à acheter, ici on a plus un intérêt à patienter, à conserver une partie du capital, et potentiellement aller chercher des prix intéressants sur de l'achat. C'est pour ça que je vous dis que depuis un certain temps, mon biais moyen terme sur le BTC est plutôt bear, dans le sens où j'attends peut-être une réaccélération aussi pour faire un retest bearish, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, un retest des 28 600 ici dans cette zone-là, pour ensuite aller s'enfoncer, chercher les 23 000, 20 000, pour recharger et en même temps combler ce gap-là. Donc moi ce serait tout à fait logique d'avoir cette dynamique-là, et on est dans cette réflexion-là. Donc pour moi, je reste dans cette idée-là, parce qu'en même temps, j'ai des preuves structurelles qui me disent qu'actuellement, je vais pas avoir d'injection de liquidité dans le BTC, que actuellement, on a quand même une forme de résilience, donc c'est-à-dire qu'on va pas décrocher lorsqu'il y aura un décrochage au niveau du Nasdaq, en tout cas, pas autant qu'antérieurement, et que, techniquement, on a encore d'autres éléments. On voit que ici, on a bien eu un cross, qui a été mise en place entre la Kijun et la Tenkan. On est globalement, certainement, dans une forme de retracement au niveau d'Ichimoku pour aller retester ici la zone des 20 000. On voit bien qu'on a un gros aplat ici, qui est globalement le plus gros aplat qu'on a depuis très longtemps. Donc pour moi, ce serait logique d'aller retester ça, et si vous regardez, on est dans les 20 000. 20 000, c'est quoi sur le CME? Ah, bah, et bah qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, bah c'est le gap du CME. Donc on a encore une fois une confluence qui arrive dans cette zone-là, que ce soit avec Ichimoku, que ce soit au niveau de la liquidité, que ce soit au niveau du volume. Structurellement, on a un appel au niveau des 20 000, et qui serait plutôt logique. Mais si on prend encore une fois un petit peu de recul par rapport à ça, c'est important, parce que dans les quotidiennes, on traite vraiment le jour à jour, c'est le principe, mais dans le weekly, on prend du recul, et on se dit que, oui, mais en fait, ça importe peu. L'idée, c'est que on va osciller pendant cette période-là, jusqu'à ce qu'on ait une accélération haussière, une rupture, et à ce moment-là, un retour des liquidités et la mise en place du bull run avec le halving et tout ce qui arrive derrière. Donc on est dans une dynamique où c'est logique et on ressent des choses qui sont compliquées à gérer parce que justement on est dans cette dynamique de léthargie, de ranging, où émotionnellement c'est toujours très compliqué. Donc on prend du recul. Pour moi, on est toujours dans ce biais de se dire qu'on attend potentiellement un retest ici à 28 600, mais on est toujours en attente de rupture des 25 200, qui est la zone de support que l'on a depuis très longtemps, qui nous tient, qui est la zone de rupture de l'accumulation de risk-off que l'on a eu, donc qui est la première indication d'une intention haussière, et donc il va falloir patienter. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me soutient énormément, et si jamais vous n'avez pas activé la cloche, n'oubliez pas de l'activer, parce que sinon vous allez louper des vidéos, et il va en avoir beaucoup qui vont sortir, très intéressantes, notamment demain 8h30, vous allez voir que j'ai une petite surprise pour vous, pour ce week-end, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.